Eh ben bonjour à tous, hein. C'est le premier oscillo Ouais, vidéo qu'on fait avec Edern, hein. Donc on vous cache pas, on a quelques petits soucis de matos, donc du coup bon, on a un format un peu qui est différent d'habitude. Voilà, mais sinon, on a prévu de parler plutôt du gaming. Alors, je vais faire une petite introduction pour remettre dans le contexte. L'oscillo, c'est un oscillo qu'on publie toutes les semaines qui permet de savoir quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo au niveau européen ou une fois par mois aussi au niveau américain et la vente des consoles. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on offre pour le moment avec l'oscillo. Et donc en mettant la vidéo, ça permet d'aller un peu plus loin et de parler vraiment de tout ce qu'il y a. Donc on va commencer. Hein. Euh, donc au niveau du jeu vidéo, faut comprendre, on va déjà aborder les notions un peu clés pour ceux qui connaissent pas du tout le secteur et tout. Le jeu vidéo, c'est un secteur qui a beaucoup évolué. Donc au début, le jeu vidéo, c'était un secteur où on achetait des jeux vidéo en one shot, c'est-à-dire on payait une fois, on avait tout le jeu vidéo et c'était fini. Voilà. Le jeu vidéo maintenant est un secteur qui a beaucoup évolué. On achète dans le jeu vidéo alors qu'on a déjà payé entièrement le jeu vidéo avant. Donc c'est ce qu'on appelle du sell-in. Donc c'est des éléments cosmétiques, ce genre de choses et tout. On peut être abonné à un jeu vidéo, ce qui nous permet de jouer contre un abonnement. On peut avoir un jeu vidéo entièrement gratuit, mais avec du sell-in à l'intérieur qui sert à faire la monétisation. C'est ce qu'on appelle du freemium. On a beaucoup de manières de monétiser un jeu vidéo. Il y a même des jeux vidéo qui se monétisent entièrement ou quasiment entièrement à travers la pub. Par exemple, l'entreprise Voodoo, qui est une entreprise française, elle met beaucoup de pubs dans ses jeux vidéo, elle a beaucoup de téléchargements et elle gagne une partie de son argent avec cette pub qu'elle va imprimer lors des sessions des joueurs. Alors ça, c'est plutôt dans les jeux vidéo mobiles que dans les jeux vidéo PC ou autres. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, voilà, là, vous avez des exemples de monétisation. Alors, j'ai pris un exemple. C'est Assassin's Creed Valhalla, donc le titre phare de Ubisoft en cette fin d'année. Alors, Assassin's Creed Valhalla, c'est très très bien vendu cette année. Vraiment très très bien. Il a profité de la faiblesse de Cyberpunk, qui a eu un très mauvais lancement. Un très très mauvais lancement. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que malgré un très bon lancement, les ventes en sell-in, c'est-à-dire les ventes dans le jeu, elles ont baissé de 62%. Alors pourquoi est-ce que les ventes dans le nouveau Valhalla ont baissé par rapport aux ventes qu'il y avait dans Odyssey? C'est assez simple, c'est parce qu'en fait quand vous faites de la vente dans un jeu vidéo, vous avez plusieurs manières de monétiser. Soit vous voulez monétiser vraiment de manière agressive dès le début, soit monétiser beaucoup après, ça dépend vraiment de votre manière de faire. Et toutes ces manières de monétiser un jeu, c'est important de les comprendre pour comprendre combien le jeu va rapporter et à quel moment, pour nous investisseurs, il faut acheter l'action et pourquoi on achète à tel moment et pas à un autre. Voilà. Donc ça, c'est une notion de clé de base. C'est la monétisation. Si vous avez des questions là-dessus, sur la monétisation, surtout, n'hésitez pas. Hein, je suis preneur de toutes les questions que vous avez sur la monétisation. Alors après, du coup, on va attaquer les meilleures ventes de décembre au niveau monde. Hein. Donc les meilleures ventes de décembre au niveau monde sur PC, vous avez Cyberpunk qui a réussi à quand même prendre son titre, on va dire, malgré le fait qu'il n'a pas réussi à l'avoir sur console. Alors bah, c'est un très mauvais lancement, ils ont survendu le jeu et il y a eu beaucoup de bugs. Et du coup, ça bride beaucoup la licence et ça bride aussi l'action CD Projekt Red, qui est l'éditeur de Cyberpunk. Après, vous avez League of Legends et World of Warcraft, qui sont des jeux qui sont MMO. Et vous avez toute une ribambelle d'autres jeux, voilà. Et sur console, vous avez Call of Duty. Alors Call of Duty a réussi cette année un très très beau lancement, parce qu'en plus d'être lancé sur console, qui est un titre qui est qui fait des très bons scores en console chaque année. Cette année, Activision a réussi à le lancer sur mobile de façon assez agressive et à créer tout un univers autour de la marque. C'est-à-dire un jeu vidéo qui était vraiment un jeu vidéo plutôt typé console et PC. Ils ont réussi à créer tout un univers autour avec un jeu mobile, un côté très
ancré sur l'histoire, un autre côté ancré très sur le multijoueur, et ils ont créé vraiment tout un univers autour de ce jeu, alors qu'à la base, c'était un jeu tout seul, et ils ont réussi à horizontaliser l'univers du jeu, et maintenant la licence rapporte plusieurs milliards chaque année, justement grâce à cette horizontalisation qui permet de toucher le joueur tout le temps. Ça permet de le toucher chez lui face à son téléviseur sur console, ça permet de le toucher dans le métro quand il est voilà, avec son téléphone mobile, ça permet de le toucher sur tablette et tout. Les monétisations sont différentes sur chaque support, mais voilà, les supports se complètent et les joueurs, et ça permet d'acquérir des nouveaux joueurs qui soit n'iraient pas du tout sur console, soit n'iraient pas du tout sur PC, soit n'iraient pas du tout sur mobile. Et du coup, voilà, cette horizontalisation du jeu, ça permet de toucher un nouveau public. Sur Ouais. mobile, Excuse-moi, Arthur. ouais, Arthur, tu m'entends? ouais, ouais. Ouais, ok, super. Juste, tu parlais de quel jeu là? Call of Duty, là. D'accord, ok. Donc Call of Duty, c'est ce qu'on cherche en fait quand on est investisseur. Vous cherchez aussi à comprendre quels sont les jeux qui ont le potentiel de devenir des licences et des billions de dollars licences. Et ce que vous cherchez, c'est à savoir est-ce que le jeu sera uniquement une licence pour une plateforme, c'est-à-dire une licence exclusive, réservée à la Xbox, à la PS4, au PC. Est-ce que ça sera une licence cross-plateforme et est-ce que ça sera une licence cross-hardware. Donc quand vous êtes cross-hardware, c'est-à-dire que vous allez toucher le mobile, vous allez toucher absolument tout le segment, et là, les capacités de monétisation sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fortes. C'est exactement comme quand vous regardez des séries ou des univers, et ben l'univers de Star Wars, la monétisation de l'univers de Star Wars, elle est horizontale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits, il y a des vêtements, il y a des choses, il y a beaucoup de choses. Plus votre licence est forte, plus vous avez une capacité à la monétiser horizontalement sur beaucoup de supports, et plus du coup, vous pouvez gagner de l'argent. C'est quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire qu'avant, aucune licence de jeux vidéo, à part celle qui était où des jeux vidéo étaient issus d'une licence préexistante, par exemple quand on faisait un jeu Star Wars à l'époque et tout, on pouvait considérer que c'était horizontalement fait. Mais très peu de licences étaient nées du jeu vidéo et étaient devenues horizontales. Et ça commence à se voir de plus en plus. The Witcher, qui est une licence qui appartient à CD Projekt Red, ça vient d'un livre, mais c'est vraiment le jeu vidéo qui a rendu la licence horizontale et qui a donné envie à Netflix de faire une série et ce genre de choses. Et voilà, l'horizontalité de la licence, c'est assez important pour comprendre le potentiel de vos licences. Et il vaut mieux, par exemple, avoir un studio qui a deux trois licences, mais totalement horizontales, avec des capacités de monétisation dingues, qu'avoir un studio qui a 150 jeux vidéo, mais très, très ciblé, où il y a peu de joueurs et où il y a peu de capacité d'horizontaliser ces licences. Je sais pas si les gens me comprennent bien, Ouais, mais c'est boule de neige, quoi. voilà. Sur mobile, les meilleures ventes, c'est Pokémon Go. Alors c'est assez, c'est très rigolo parce que Pokémon Go, c'est un jeu où en fait vous jouez en vous baladant généralement. Donc vous êtes obligé de marcher. Alors ils ont un peu changé la manière de jouer pour que ça marche avec le confinement. Donc vous pouvez maintenant jouer sans bouger comme avant et tout, mais c'est quand même un jeu. On pourrait croire que le confinement le limiterait beaucoup parce qu'il a vraiment été conçu pour qu'on bouge avec ses copains dans la rue et qu'on attrape des Pokémon, voilà. Et c'est comme ça, c'est la licence. Et ben finalement, c'est un jeu qui a profité très fortement de la crise et du fait que les gens n'avaient pas envie de sortir parce que voilà, ils ont réussi à s'adapter au niveau du gameplay et ça s'est très très bien vu. Et du coup, ça vous montre aussi que dans l'univers mobile, il y a une capacité d'adaptation des joueurs et des jeux vidéo qui est extrêmement rapide. Dans l'univers des consoles, vous pouvez difficilement adapter un gameplay comme ça à la volée. Dans l'univers du mobile, c'est beaucoup plus simple. Les jeux sont beaucoup plus simples. Ils sont bien moins, enfin, comment dire, ils sont moins complexes dans leur gameplay et donc ça permet de les adapter et de les adapter d'une façon très rapide. Et c'est ce qu'a réussi à faire Niantic, le partenaire de Nintendo, et ça permet à Nintendo aussi de faire rayonner la licence Pokémon pendant un moment où on est assez comment ça s'appelle, assez ouvert à être touché par ce genre de licence. C'est ce qu'ils ont réussi très bien aussi avec Animal Crossing lors du premier confinement. Et ben là, ils ont très bien réussi lors des limitations au niveau du monde et des confinements dans certains pays à toucher les gens avec Pokémon Go. C'est assez, c'est une très très bonne, c'est un très bon point pour Nintendo. Voilà. Ok. Donc au niveau de l'oscilloscope, bon bah vous avez l'oscilloscope comme on vous l'affiche.
Bon, alors en Europe, vous avez FIFA qui se maintient, enfin qui reprend la première place. Alors, faut savoir, FIFA, c'est un jeu qui se vend toute l'année. Voilà, c'est un jeu, c'est vraiment un jeu qui a des ventes assez fortes toute l'année, qui a un pic lors du lancement. Mais voilà, c'est un jeu qui est fréquemment dans le top 1. Et l'importance de FIFA, c'est pas forcément les ventes du jeu, parce que FIFA, c'est un jeu qui a beaucoup de sell-in. C'est-à-dire, il y a beaucoup de joueurs qui vont payer à l'intérieur du jeu vidéo des suppléments. Et en fait, tout l'aspect multijoueur de FIFA, il tourne autour de gens qui vont acheter ce qu'on appelle des FIFA Points, qui permettent après d'acheter des joueurs. Et ces joueurs-là, vous pouvez les utiliser pour jouer en ligne et vous affronter avec d'autres personnes. Et vous avez tout un environnement qui monétise le jeu à l'intérieur. Et donc, le but d'EA Games, c'est pas forcément d'avoir le plus de joueurs, mais c'est de monétiser le plus correctement ces joueurs-là possible et de favoriser la rétention des joueurs qui payent beaucoup, en fait. Voilà. Vous avez après GTA. Alors GTA, c'est pareil, c'est un back catalogue. Alors un back catalogue, c'est ce qu'on dit d'un jeu qui est sorti il y a très longtemps et qui continue à se vendre. Alors GTA, c'est l'exemple typique d'un back catalogue. C'est un jeu qui est tellement connu, qui plaît tellement aux gens, qui se vend tout le temps. Et ça va faire quasiment 5 ans qu'il est sorti et il se vend encore et il est encore dans le top 5. Quand vous avez un back catalogue qui est fort dans un studio, en fait, c'est très bon signe parce que ça veut dire que vous arrivez très bien à monétiser vos licences dans le temps et vous êtes plus forcément dépendant que du lancement. Vous savez monétiser dans le temps votre licence et en sachant monétiser sa licence dans le temps, on crée beaucoup plus de revenus. La plupart des gens maintenant ils font ça et c'est favorisé par le fait que maintenant il y a des possibilités de faire de faire des opérations promotion, ce qui était beaucoup moins possible avant. Et en fait, avec ces opérations promotion, vous vous permettez de mettre en avant des vieux jeux vidéo, de les vendre peu cher, mais comme en fait vous allez vendre à beaucoup d'exemplaires, au final vous allez quand même réussir à en vivre et à faire beaucoup beaucoup d'argent. Et vous augmentez aussi la masse des joueurs. C'est-à-dire qu'en les vendant moins cher, des joueurs qui n'auraient pas payé ou qui n'auraient pas voulu l'acheter à 50 euros vont peut-être l'acheter à 30 euros. Et donc vous augmentez votre taille de nombre de joueurs. Et donc après, quand vous faites du sell-in dans le jeu, bah, plus vous avez de joueurs, plus vous avez possibilité de faire de sell-in. Voilà. Et du coup, excuse-moi Arthur, mais GTA, là, donc effectivement une licence vieille comme le monde, hein, ça a moins 20 ans, ils font beaucoup de ventes in-game, Ils où ils font, sont principalement sur ils une font de plus en rentabilité, plus. hein. Ouais, alors Take-Two s'est mis aux ventes in-game depuis quelques années. Alors, sur les deux opus précédents, il n'y avait pas du tout. Et depuis, ils ont lancé GTA Online, qui a sa propre monnaie à l'intérieur et qui fait de la vente in-game. Alors, c'est pas. Take-Two ne communique pas les ventes précises in-game, mais ça représente plusieurs dizaines de millions de dollars pour Take-Two chaque année. Donc, c'est loin d'être négligeable. C'est-à-dire que sur un jeu vidéo qui va peut-être coûter. Euh, alors GTA, c'est un très très gros jeu qui va coûter plusieurs centaines de millions d'euros à développer, mais vous vous dites que voilà, même après 5 ans après la sortie du jeu, vous arrivez à tirer plusieurs dizaines de millions de dollars de la vente dans le jeu. Donc sur un jeu qui a coûté plusieurs centaines de millions de dollars à se créer, vous allez tirer 5 ou 10% en plus. Mais ces 5 ou 10% en plus, c'est ce qui va faire votre marge, parce que c'est de la marge quasi nette. C'est-à-dire que vous avez déjà fait le jeu vidéo, vous avez déjà quasiment tout payé. Voilà, vous allez mettre des add-ons, mais voilà, et en plus vous allez faire de la rétention, c'est-à-dire que les gens qui jouent à GTA 5 maintenant et qui jouent au mode en ligne, bah quand GTA 6 va sortir, ils auront encore plus envie d'y jouer. Il y a peu de chances qu'ils restent bloqués sur l'ancienne licence. Et donc en fait, là où avant les gens jouaient entre guillemets entre 1 et 6 mois à un jeu, maintenant ils peuvent jouer beaucoup plus longtemps à un jeu avec le contenu additionnel que les studios proposent. Et du coup, ils sont beaucoup plus captifs de la licence et ils ont une proportion à la racheter quand la nouvelle mouture va sortir qui est beaucoup plus forte. Voilà. Ok. Aux États-Unis, par contre, bon bah du coup vous avez Call of Duty, mais vous n'avez pas FIFA. Alors c'est assez simple, c'est parce que les jeux de sport, c'est des jeux qui sont régionaux. C'est-à-dire aux États-Unis, Les Américains jouent pas au foot, c'est un sport de filles, Arthur. voilà, les Américains, ils ont ce qu'on appelle la NHL, donc le football américain, et ils ont le basketball, donc ils ont deux jeux qui sont assez phares. Ils ont le jeu NHL qui est édité par EA Games, et ils ont un autre jeu qui s'appelle 2K, qui est un jeu de basket qui est édité par Take-Two. Et voilà, c'est les deux gros jeux de sport aux États-Unis. Alors vous avez pas mal aussi de ventes de jeux de golf, mais
c'est plus compliqué, c'est beaucoup moins gros aussi comme secteur. Mais du coup, voilà, vraiment, la licence FIFA, c'est une licence qui est très européenne, africaine. Elle a très bien marché aussi en Chine, mais en Chine, par exemple, FIFA, c'est pas un jeu console. C'est un jeu PC, c'est un MMO, et c'est full online. Et ça s'appelle FIFA Online. Et d'ailleurs, ça marche du tonnerre en Chine, et ça a très peu pris en Europe. Ça prouve que des fois, avec la même licence, vous êtes obligé de faire des adaptations pour que ça corresponde aux traits des gens localement. Voilà. Donc vous avez du coup Call of Duty qui est lui par contre un jeu mondial. Et ça c'est très intéressant, les jeux mondiaux vous en avez assez peu. Généralement c'est plutôt des jeux de combat ou alors des jeux d'action-aventure genre Assassin's Creed, Call of Duty, ce genre de choses. Et il n'y en a pas énormément, il y a une quinzaine ou une vingtaine de licences mondiales qui font vraiment beaucoup d'argent au niveau du monde, mais c'est tout. Donc c'est vraiment un univers très limité où vous n'avez pas du tout comme dans le cinéma vraiment un nombre de licences connues qui est assez important et où vous allez avoir voilà. Dans le jeu vidéo, vous avez quelques licences qui sont détenues par quelques acteurs, donc vous avez vraiment quelque chose d'assez unique qui est limite du luxe en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une licence vraiment exceptionnelle, il y a peu d'acteurs qui détiennent ce genre de licence et du coup c'est vraiment très rare. Donc c'est très cher aussi. Faut pas se le cacher, c'est ça qui nous intéresse. Au niveau des consoles, bon bah vous avez toujours le raté, hein. C'est-à-dire le lancement a été complètement raté chez Nintendo, chez Microsoft et chez Sony. Pourquoi il a été raté? Bah à cause du Covid qui a mis en tension la chaîne de production des consoles et du coup on a du mal à répondre à la demande. Donc vous voyez dans les chiffres, hein, 93 000 nouvelles Xbox vendues, 149 000 nouvelles PS5 vendues, c'est très peu, c'est beaucoup moins que ce que fait Nintendo avec la Switch qui fait T'attendais 450. à quoi comme chiffre, Arthur, s'il n'y avait pas eu de problème de stock? Oh, minimum 5 fois ces chiffres, je pense. Ah On oui, aurait. 5 fois. Oui, alors là, un peu moins ce semestre-là, parce que ça serait plus vu les semaines d'avant, les semaines de Noël. Mais il y a eu vraiment énormément de problèmes, hein. C'est des consoles qui se sont vendues off-market à 3 ou 4 fois leur prix, hein, pendant Noël. C'est-à-dire les gens D'accord. qui avaient réussi à en avoir, elles les ont vendues sur le bon coin, des fois 2000, 2500 euros. C'est vraiment Ouais. une console qui est très demandée. Et alors le lancement a été raté chez les deux dans le sens où il n'y avait pas vraiment de grosses exclusivités. Il y en avait un peu plus chez comment s'appelle chez Sony avec le Spider-Man qui était une exclue nouvelle enfin une exclue PS5. Il n'y avait pas grand chose chez Microsoft et ça c'est un truc qu'on reproche, mais on peut dire que bon les deux géants aussi bien Sony et Microsoft se livreront bataille sur ce segment cette année en fait, en commençant à annoncer les jeux, en commençant en ayant plus de stock et en mettant en place une nouvelle politique commerciale. Donc chez Microsoft, vous avez la nouvelle politique commerciale qui tend vers mettre en place des abonnements avec le tout intégré et tout. Chez Sony, vous avez une politique où ils essayent de conserver leur position de leader acquise au cours des dernières années. Et chez Nintendo, chez Nintendo c'est rigolo. Nintendo a très bien profité de la sortie de la Switch. Alors pourquoi elle en a très bien profité? Parce qu'en fait tout le monde s'attendait après le four de la Wii U, qui était la successeur de la Wii, qui était un add-on à la Wii en fait, qui a très très mal marché. Tout le monde s'attendait à ce que Nintendo se plante. Et en fait Nintendo s'est pas planté. Et la Wii, qui est une console qui s'est très bien vendue, mais qui était assez limitée au niveau des jeux, sur la Switch vous avez moins ce problème-là. Et on va le voir, pendant longtemps, la Wii était une console qui se vendait plus que la Switch. Alors, il y a beaucoup de raisons à ça. La Wii était un peu moins chère que la Switch. La Wii avait vraiment un côté unique, c'est-à-dire le motion, le motion sensor de la Wii, donc les captures de mouvement, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Ça l'était beaucoup moins avec la Switch et tout. Voilà. La courbe rouge, c'est la courbe de la Switch. Et la courbe bleue, c'est la courbe de la Wii. Et ce qu'on voit très bien, c'est que cette année, la courbe de la Switch a dépassé les ventes de la courbe de la Wii. Alors, on compare par rapport au lancement. Donc, c'est-à-dire, c'est à J plus quelque chose, plus semaine et tout. Donc, c'est vraiment des chiffres comparables et tout. Alors, pourquoi ça? Bon, alors le confinement a fortement aidé la Switch à se vendre. Mais aussi, ce qui a fortement aidé la Switch, c'est que la Wii a eu beaucoup de jeux à son lancement. Et après, le catalogue a été assez pauvre. Et Nintendo a compris de ses erreurs et il a créé un catalogue sur la Switch
qui se renouvellent assez fréquemment. Et il y a toujours des nouveaux jeux. Et donc là, au début de l'épidémie, il est sorti Animal Crossing qui a permis à la console de se vendre énormément. Là, au niveau de Noël, il est sorti Mario, la compilation des anciens Mario qui a permis de se vendre. Il est sorti Mario Kart Live, qui est une toute nouvelle manière de jouer au jeu de course avec de l'AR, donc de la réalité augmentée. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui s'est très bien vendu. Pourtant, les gens disaient que ça allait flop parce que c'était très cher. Il faut savoir que Mario Kart Live, c'est un jeu qu'on vous vend 100 € avec tous les cartons pour faire l'environnement AR du jeu, plus le petit kart. Et c'est vrai que c'est excessivement cher. Mais c'est tellement unique comme façon de jouer, c'est tellement nouveau que ça a réussi à créer un engouement et que les gens ont acheté la console. Et la console a aussi profité effectivement des faiblesses de marché des deux concurrents qui sont Sony et Microsoft. C'est-à-dire que comme il n'y avait pas de stock, les parents qui voulaient vraiment faire plaisir à leurs enfants ont dû se rabattre sur quelque chose. Et s'ils voulaient une PS4 ou une PS5 ou une Xbox Series X, bah peut-être qu'ils n'ont pas pu l'avoir et donc ils ont pris une Switch. Voilà. Donc, Et clairement, on a vu dans ton suivi, Arthur, que les ventes de Switch, c'était plus d'1 million pendant 2-3 semaines. ah Là. ouais, pendant Noël, ils en ont fait plus d'1 million. Ils ont C'était vraiment énormément impressionnant. profité. Ils avaient déjà la chaîne logistique en place, donc ils ont pu prévoir les capacités de production bien en amont, et ils n'ont jamais eu de rupture en fait. Ils ont eu de rupture quand ils ont lancé la console au tout début, mais depuis ils n'ont jamais de rupture. Et c'est là qu'on voit que c'est très important de comprendre, c'est-à-dire que quand on lance une chaîne de production, même si on s'appelle Microsoft ou Sony, on peut se planter. C'est pas très simple. C'est pas on appuie sur un bouton et on va avoir autant de consoles, et c'est pas si simple d'amener les consoles de l'usine en Chine jusqu'aux gens. C'est vraiment tout un travail, et quand vous n'avez pas commencé ce travail, vous avez vraiment une courbe d'apprentissage extrêmement forte, et du coup vous avez un besoin de passer du temps là-dessus avant d'être vraiment opérationnel à 100%. Et donc pour Mhm. l'acteur qui est déjà là, qui est arrivé sur la génération en avance, même si ça fait que techniquement il est moins performant et que sa console est moins performante, en fait, chez Nintendo, ils compensent par tout le reste. Ils compensent par les jeux vidéo, ils compensent par les IP fortes qu'ils détiennent, et ils compensent aussi par le fait que, contrairement à leurs concurrents, ben, ils sont capables de fournir la demande maintenant. Or, après, bon, c'est vrai que à la défense de Sony et de Microsoft, c'était difficile de prévoir qu'il allait y avoir une pandémie qui allait complètement disrupter la chaîne logistique, quoi. C'est C'était un sûr. peu... On peut aussi dire quand même que la Switch est un peu sur un autre segment de marché. Elle est quand même assez différenciée des deux Ouais, consoles qui sont plus ados-adultes. oui, alors moi c'est souvent ce que je dis. Nintendo, c'est exactement comme quand on achetait du Disney il y a 5 ou 10 ans. C'est-à-dire les gens, ils aiment pas forcément... Enfin, c'était plutôt il y a un an ça. Nintendo il y a un an, ou même 2 ans, c'était comme quand on achetait du Disney il y a 10 ans. C'est-à-dire les gens vous disaient, c'est une belle marque, mais ils en font rien. Et c'est vrai que c'est une belle marque, mais il y a beaucoup de choses. Ils ont eu beaucoup de mal à faire du mobile, ils ont eu beaucoup de mal à faire du online correct, ils ont eu beaucoup de mal à beaucoup de choses. Mais en fait, le problème, c'est que même si ces gens gèrent mal et ne maximisent pas le rendement de leur actif, ils sont tellement uniques, il y a tellement personne en face d'eux que Hmm. l'actif a une valeur dingue. C'est-à-dire, quand vous pensez à des dessins animés pour enfants, vous pensez soit à Pixar, soit à Disney. Et les deux, ça appartient à Disney. Quand vous pensez à des jeux vidéo pour enfants, vous allez penser quoi? Vous allez penser à tout l'univers Mario. Mario Kart, Mario Party, ce genre de choses. Et cette capacité qu'a une entreprise à avoir trusté et avoir créé un monopole sur un univers, c'est assez ahurissant, et c'est très très rare. Même Apple a pas créé un monopole sur les smartphones. Euh, voilà, Microsoft à la limite a créé un monopole sur les systèmes d'exploitation comme ça, et quand vous pensez système d'exploitation, vous allez penser avant tout à Microsoft. Mais c'est très rare de créer un monopole, et ces deux acteurs ont réussi à créer des monopoles sur des choses en plus qui sont très, comment dire, c'est des actifs très culturels, et c'est très rare. Ouais, c'est des actifs intangibles. Finalement, Voilà, c'est pas possible de les reproduire. Ils sont uniques et et sur voilà, des actifs intangibles comme ça, c'est très rare qu'il y ait un monopole, c'est excessivement rare. Voilà. Donc là, vous avez pour la Switch. Donc et après, ils ont vous fait avez la un part de... Pokémon quand même, Arthur. Enfin, voilà, Ah, c'est quelque chose qu'ils savent vraiment faire. ah oui, 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 c'est un vrai talent.
Et Ouais. on ne vient pas sur les plates-bandes de Nintendo comme ça. C'est-à-dire, on ne devient pas Nintendo comme ça, comme on ne devient pas Disney comme ça. Beaucoup ont voulu devenir Disney ou voulu devenir Nintendo. C'est pas si simple. Ça demande vraiment des compétences qui sont des compétences vraiment. Voilà, c'est plus que juste mettre les bonnes ressources aux bons endroits. C'est vraiment avoir l'habitude des clients, savoir comment leur répondre, savoir gérer, savoir où est la limite, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire dans un jeu vidéo, ce genre de choses. Et ça, quand vous avez un public d'enfants, c'est très compliqué de trouver le juste milieu. Et dans le cinéma, il y a les mêmes problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire, ce genre de choses. Bon, là, vous avez la part de marché globale. Alors, ce qu'on voit, c'est que, en gros, par rapport à la génération d'avant, ça change pas, hein. Sony a toujours 2 fois plus de parts de marché que Microsoft. Le seul qui écrase tout le monde sur la nouvelle génération, bah, du coup, c'est Nintendo, parce qu'ils sont arrivés plus tôt sur le marché et parce que eux, ils gagnent de la part de marché encore malgré le lancement des autres, parce que les autres ont pas de stock, donc ils peuvent pas combattre. Mais ce qui est plus intéressant, c'est comme effectivement, comme tu l'as dit, Nintendo, c'est un autre monde. C'est d'extrapoler et vraiment d'extraire la part de marché de Sony et de Microsoft et de comparer la part de marché de Sony et de Microsoft plus que d'y inclure la part de marché de Nintendo, qui est vraiment un acteur atypique assez à part, et ça veut pas dire grand chose à l'heure actuelle, la part de marché de Nintendo sur cette génération. Voilà. Donc voilà. Alors après, ce que vous avez dans le jeu vidéo, c'est que pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un méga trend? Et c'est simple, c'est parce que le jeu vidéo effectivement c'est quelque chose qui change. Comme je vous l'ai dit, c'est un secteur avec plusieurs monétisations. Et ça c'est très rare d'avoir un secteur avec autant de monétisation possible, avec autant d'acteurs possibles. Et donc du coup, quand vous avez beaucoup de monétisation, en fait ce qui se passe, c'est que vous allez attirer beaucoup d'acteurs. Et par exemple, là, en ce moment, c'est connu, c'est un secteur qui évolue beaucoup vers le gaming as a service. Donc, c'est comme Netflix, c'est comme l'a fait la musique avant, c'est comme, on peut dire, l'a fait la vidéo ou la musique, c'est-à-dire on s'oriente de on achète et tout à on consomme. Et quand on consomme, on paye un abonnement, et on paye un abonnement, on reste client quasiment à vie, et on donne de l'argent à la plateforme. Et en fait, pour qu'une plateforme marche, il faut qu'il y ait du contenu, et donc les acteurs se combattent sur le contenu. Et vous avez beaucoup d'acteurs qui se combattent, c'est pour ça que les prix augmentent, et c'est pour ça que pour nous c'est très intéressant d'être actionnaire de sociétés de jeux vidéo. C'est justement pour aller chercher du delta, parce que les grands acteurs ont besoin d'acquérir des compétences et des contenus. Et vous avez un grand acteur qui s'appelle Tencent, qui est le géant chinois. Bah, Tencent, cette année, ils ont fait plus de 30 acquisitions. Voilà. Ils ont fait plus de 30 acquisitions, ils ont dépensé en tout plus de 4 milliards de dollars et ils prévoient de continuer à le faire. Et ils ont fait des acquisitions majeures, c'est pas forcément que des acquisitions mineures, hein. Ils ont acheté pour 148 millions de dollars, ils ont fait l'acquisition du développeur norvégien Funcom qui développe des jeux mobiles, ce genre de choses. Ils ont acquis aussi la société chinoise qui fait des jeux mobiles et qui édite pas mal de jeux, qui s'appelle Leyou Technologies pour 1,5 milliard. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont investi aussi dans la plateforme de streaming chinoise Douyu, 810 millions de dollars aussi. Là, ça vous montre aussi que l'univers du jeu vidéo se verticalise, enfin s'horizontalise beaucoup, et qu'on va prendre des nouvelles, des nouveaux secteurs, comme on va attaquer la télé en étant sur le streaming, comme le fait Twitch. Et voilà, ils ont pris des parts dans Vodou, ils ont pris aussi des parts dans la firme e-sport VSPN, on vous en avait déjà parlé. Donc ça c'est pareil, ça montre aussi que le jeu vidéo c'est un secteur qui évolue beaucoup et qui va vers le sport. Voilà. Et des acquisitions, ils en ont fait énormément et ils vont continuer à en faire. Et le management, quand vous parlez au management pendant les conférences investisseurs, il vous explique que c'est encore que le début et qu'ils pensent qu'ils vont monter encore en puissance. Donc ça veut dire que vous avez des acteurs aux poches vraiment profondes qui essayent vraiment de construire du contenu et qui sont prêts à mettre des sous là-dedans. Et dans le même style, vous avez comment s'appelle Microsoft qui a racheté pour 7,5 milliards en fin d'année dernière Zenimax.
ZeniMax, c'est quoi? C'est une société qui détient Bethesda Studios et qui détient des licences assez phares comme Doom, Fallout et tout. Et voilà, et là c'est le même principe. Le Microsoft vient acheter des licences, parfois des licences qui sont un peu mortes ou qui n'ont pas été développées correctement, et en fait elle vient sécuriser l'apport de ces licences dans son service de jeux par abonnement. Et ça, c'est très important. Et c'est très important de le comprendre parce que du coup, vous comprenez tout de suite que quand vous appelez Nintendo, vous avez des jeux en propre, c'est très important. Et vous avez beaucoup de licences. Quand vous appelez Microsoft, vous avez des poches profondes, vous achetez beaucoup de licences. Quand vous appelez Sony, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous n'avez pas les poches aussi profondes. Vous avez déjà des licences, mais il faut que vous en criez beaucoup plus. Ou que vous en acquériez beaucoup plus. Ou alors que vous trouviez une autre manière de créer votre plus-value. Et ça, ça demande à être bien suivi quand on va regarder Sony pour bien voir l'évolution de Sony là-dedans et comment elle réagit par rapport à Nintendo et à Microsoft. Voilà. Alors après, j'avais décidé aussi dans cet oscillo, enfin sauf s'il y a des questions avant. Il y a des questions, Eder, ou pas? Alors oui, il y a une question de Mathieu qui aurait aimé que tu fasses un petit point sur Focus Home, donc éditeur français. Alors avant toute chose, je précise encore une fois que enfin, voilà, tout ce qu'on raconte ici ne sont pas des conseils d'investissement. Hein, vous devez faire vos recherches de votre côté avant d'investir votre argent, votre épargne. Quoi qu'il en soit, oui, du coup, voilà, Focus Home, Alors, nouvelle direction, programme de rachat action annoncé récemment, projet de verticalisation, rachetant SQL développement. ah, Vers où passe cet acteur français? ouais, alors, Focus, j'aborderai les opérations sur les acteurs français à la fin. Hein. Ouais. C'était prévu dans les slides, donc j'y répondrai à la fin. Mais là, je trouvais qu'il y avait un truc assez un peu important pour nos amis investisseurs. C'était l'histoire GameStop. Alors, il faut savoir, GameStop, c'est le numéro un mondial de la vente de jeux vidéo en retail. Donc, le retail, c'est quoi? C'est en physique. C'est-à-dire, voilà, c'est Carrefour, machin et tout. Et c'est des spécialistes. C'est-à-dire c'est du retail de spécialité. Ils ne vendent que des jeux vidéo ou ce qui tourne autour de l'univers du jeu vidéo. GameStop est une société qui allait très 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 mal. Vraiment très mal. Parce que déjà, le retail de spécialité, c'est quelque chose de très compliqué. Surtout quand vous êtes un peu sur des secteurs de grande consommation comme le jeu vidéo et tout. Et vous avez beaucoup de retailers de spécialité qui ont beaucoup de mal et qui sont morts d'ailleurs. Voilà. Donc GameStop, c'était une société qui avait beaucoup de mal à recréer de la croissance, du cash et tout. Ce qui faisait que c'était une société qui était très vendue. Quand on vend une société à découvert, c'est-à-dire qu'on emprunte des actions pour vendre les titres sur le marché dans l'espérance de pouvoir les racheter moins cher. C'est le principe de la vente à découvert. Donc tous les acteurs vendaient GameStop à découvert. Pourquoi est-ce qu'ils vendaient GameStop à découvert? C'était dans l'idée que de toute façon le retail allait continuer à péricliter, que le switch vers le online ne serait pas assez important pour faire tenir la taille de GameStop et payer les dettes de GameStop, et donc que GameStop finirait par faire faillite. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que GameStop, c'est une action qui a fait quasiment fois 10, un peu plus même, quasiment fois 20, en 3 semaines. Alors pourquoi est-ce qu'une action d'une société qui va aussi mal fait x20 en 3 semaines? Et c'est pas vraiment une action qui cote quelques centimes, mais voilà, c'est une action qui cotait 4 dollars au plus bas et qui remonte là vers les 80 dollars. Alors pourquoi ça? C'est quelque chose de très important à comprendre, je pense, pour les investisseurs. C'est ce qu'on appelle un corner. Et en fait, un corner à la vente, c'est quand en fait vous avez beaucoup de gens qui parient sur la baisse d'un titre tellement qu'ils font un abus de marché. Et en fait, quand vous avez cet abus de marché, ce qui se passe, c'est qu'à la moindre news positive, tout le monde va courir après le papier parce que tout le monde va être contraint de se racheter. Et donc, on va décomposer toute l'histoire de GameStop. Donc, GameStop était une société qui allait très mal, d'accord. En 2000... Je me permets de réagir, je suis en train de regarder le graphe. Je sais pas, je crois que tu l'as mis sur la slide suivante, mais GameStop 1500% en un an. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc pourquoi ça? Alors GameStop, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2009, le fonds Sion a commencé à faire de l'activisme. Alors Sion, c'est le fonds qui a été fondé par Michael Burry. Alors je sais pas si vous le connaissez, mais Michael Burry, c'est assez simple. C'est le mec que vous voyez dans The Big Short et qui short le marché américain de l'immobilier en écoutant du métal. Voilà. Dans le film, celui-là, c'est Michael Burry. Et donc il a son fonds qui s'appelle Sion
qui a commencé à être positif sur GameStop en 2019 et il a dit à GameStop, il faut que vous rachetiez des titres parce que ça va créer un short squeeze, donc ça va créer une hausse parce que les gens vont être obligés de se racheter, vous allez pouvoir faire une augmentation de capital et du coup vous aurez tellement de cash avec cette augmentation de capital que vous pourrez au final faire de votre pivot vers le online. Bon, le management l'a pas suivi, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a un graphe. Alors, le graphe là, ça représente le pourcentage d'actions vendues à découvert chez GameStop. Qu'est-ce que vous voyez? C'est que en 2019, d'accord, ça a commencé à monter. Quand Sion est arrivé, c'est redescendu. C'est redescendu assez fortement parce que les gens se sont dit il y a un risque qu'il y ait un short squeeze. Puis la société a continué à descendre assez fortement. Là, l'action ayant tellement descendu, vous avez des gens qui ont commencé à vendre, qui ont commencé à se racheter. Et en fait, pourquoi ils ont commencé à se racheter? Parce que ça correspond plutôt à la période d'octobre. Parce qu'en octobre, Microsoft a annoncé un partenariat avec GameStop qui a permis à l'action de retrouver les 10 dollars. Et en fait, il y a des gens qui sont sortis au niveau de la news, un peu avant la news, en jugeant que, bon, vers 6-7 dollars, c'était une bonne sortie pour quand on avait vendu à découvert à 20 dollars et tout. Et donc, ça a fait baisser le nombre de gens en short. Vous le voyez sur le graphe, de manière, voilà, vous avez un tout petit endroit où ça descend. Et en fait, bah, comme c'est descendu, enfin, comme c'est remonté, pardon, ça a attiré de nouveaux shorts. Mais beaucoup, beaucoup. Et on s'est retrouvé à un tel point que la société se retrouvait plus shortée que ce qu'il y avait de titres dans le capital de la société. C'est-à-dire que le même titre était vendu plusieurs fois à découvert par les acteurs de marché. Comment c'est possible, ça, Arthur? Enfin, je dois avouer que je connaissais pas ces chiffres, c'est incroyable, quoi. Et ben parce qu'en fait, comme chaque acteur dispose de titres, chaque acteur donne des possibilités de vente à d'autres acteurs, et vous vous retrouvez des fois dans des anomalies de marché, comme il y a eu sur GameStop, où vous avez plus de 100% du capital qui est shorté. C'est-à-dire que si tout le monde devait se racheter demain, il pourrait pas mécaniquement parce qu'il n'y a pas assez d'actions. Ça arrive, c'est extrêmement rare, mais c'est extrêmement important à comprendre dans la construction de marché. Ça arrive assez rarement. Des fois, c'est justifié par le fait que les acteurs de marché pensent qu'il va y avoir une telle augmentation de capital qu'ils vont pouvoir se racheter avec les nouveaux titres émis. Faut-il encore que l'augmentation de capital réussisse? Et faut-il encore qu'il n'y ait pas de mouvement à la hausse avant? Parce que le problème, c'est que quand vous avez une vente à découvert, si l'action monte de 10%, il faut que vous donniez du collatéral au broker ou à la banque à qui vous avez emprunté ou pour les titres. Et si vous n'avez pas ce collatéral, vous êtes obligé de vous racheter. Et donc en fait, c'est un système où vous avez très vite un système où il y a des gens qui sont obligés de se racheter. Et le premier se rachète, ça relance, ça fait monter l'action, le deuxième se rachète, le troisième et tout. Voilà. Ouais. Mais chez GameStop, c'est encore un peu plus complexe que ça. Donc on va aller dans le détail vraiment de l'affaire. Alors, voilà, vous avez Sion qui a acheté des titres. Et Sion, durant tout 2020, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour assécher le marché, ils ont été faire du long short. C'est-à-dire qu'ils ont acheté des actions et en même temps, ils ont shorté ces actions à travers un autre mécanisme. Et en fait, en faisant ça, ils créaient ils mettaient des actions dans un fonds, ils le shortaient dans un autre fonds qui était censé être perdant, ce fonds. Et en fait, ils achetaient chez le marché en jouant comme ça. Et ils ont passé tout 2020 à faire ce call et à assécher un peu le marché. Et quand vous asséchez un marché, bah du coup, forcément, quand des gens ont besoin de se racheter, il y a encore moins de titres disponibles sur le marché. Oui, donc c'est l'effet de rareté qui fait que ça grimpe très 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 vite, quoi. Et ça grimpe très très vite et très très fort. Et du coup, à ce moment-là, Sion, il n'avait plus qu'une chose à attendre, c'était une bonne news, même très légère, ça suffisait à faire péter le cours. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord? Donc le 8 octobre, il y a eu la première news positive qui a fait péter le cours et qui a fait remonter le cours et donc a permis aux acteurs de reshorter le titre et d'arriver au-delà des 100% du capital shorté. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le 11 janvier, GameStop a publié les ventes de Noël. Comme Microsoft et Sony ont donné beaucoup de consoles à GameStop cette année, ils ont vendu beaucoup de consoles et ils ont pu afficher des ventes à magasin comparé en hausse de 4,8%. C'est à magasin comparé, c'est-à-dire on soustrait tous les magasins qu'on est en train de fermer ou qu'on va fermer.
On ne garde que le périmètre de la société qui nous intéresse pour les années à venir, donc c'est les magasins qu'on garde. Un peu de la triche. C'est un peu de la triche, mais voilà, vous avez un magasin comparé. Après, même un magasin pas comparé, il baisse que de 3,1, alors qu'ils sont habitués à baisser de beaucoup plus. Clairement. Ils ont eu les premiers revenus du contrat avec Microsoft qu'ils avaient passé et qui a permis à leur segment digital d'exploser littéralement. Donc le segment digital, il fait, je me souviens plus, alors c'est dit, il fait plus 309% le digital, c'est à Noël. Et il fait plus 309%. Alors moi j'ai assisté au call qui a suivi. C'est pas que le site de vente en ligne. Non, non, non. C'est aussi les premiers revenus de Microsoft et ils sont très surpris de la vitesse à laquelle les gens ont acheté des jeux ou ont acheté des choses à travers les nouvelles Xbox et du coup à travers lesquelles ils ont touché les premiers royalties. Et donc cette très bonne news qui permet donc à GameStop d'envisager l'avenir un peu plus sereinement, même si l'entreprise est pas sauvée, ben c'est ce qui a permis l'explosion sans limite. Et donc l'explosion sans limite, c'est comme vous l'a dit Edern là, c'est 1500% en 3 jours. Et pourquoi ça? C'est une simple construction de marché. Est-ce que GameStop mérite le prix qu'elle a actuellement? Absolument pas. C'est-à-dire GameStop est surévalué. Mais l'action pourrait aller peut-être à 100$, voire 120$. Ça dépend de jusqu'à quand les gens sont obligés de se racheter. Et ça, en fait, c'est très important de le comprendre parce qu'il faut toujours comprendre quand vous vendez une action, vous prenez un risque extrêmement important si cette action est très vendue. C'est pas du tout comme acheter une action. Arthur, elle a touché 160 aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça. Elle était à 4$ en janvier et elle a touché 160. C'est vous dire la force du mouvement. Et en fait, ce qui s'est passé en plus, c'est que du coup, en fait, quand vous êtes des vendeurs à découvert, vous êtes mal vus par les Robin Hood traders, comme les appellerait, comme les appellerait Delamarche ou Béchade. Et en fait, ben, ces acteurs de marché, les Robin Hood traders, ils font ni plus ni moins que ce que font les hedge. C'est-à-dire, ils ont vu que les hedge étaient chargés en vente de GameStop, donc ils se sont dit, si on achète des titres, on assèche encore plus le marché avec Sion, et du coup, les hedge funds vont être obligés de se racheter à tout prix. Et là, en fait, vous avez même plus de capacité de stop. La limite, c'est le ciel. C'est que tant qu'il y a des gens qui doivent se racheter et qui sont contraints de se racheter, ben, ils sont obligés de se racheter. Et voilà. Et vous avez des acteurs, des fonds, moi je l'ai vu dans les news, vous avez des hedge funds qui perdent des centaines de millions de dollars sur leur position GameStop parce qu'ils étaient à la vente et maintenant ils n'arrivent pas à trouver des gens pour racheter ces titres et ils sont contraints par leur banque et par leur teneur de compte de racheter ces titres. C'est-à-dire même s'ils voulaient attendre en disant dans 6 mois ça vaudra moins, la réglementation et leur niveau de cash et leur niveau de perte latente les oblige à racheter les actions. Et ça, c'est excessivement important à comprendre. Et ce qui est excessivement important à comprendre, c'est surtout comment est-ce que ce corner a été créé. Pour éviter qu'un jour, ça vous arrive d'être dans ce corner. Alors après, il y a des gens qui essayent de profiter des corners. Alors, le problème de profiter des corners, c'est qu'en fait, pour avoir les données du nombre en temps réel d'actions disponibles sur le marché, du nombre d'actions shortées et tout, c'est des données qu'en fait, vous ne trouvez pas publiquement, généralement, et que vous trouvez que après coup. Et donc généralement les seuls qui peuvent organiser des shorts comme ça massivement à l'avance, c'est des fonds très spécialisés parce qu'il faut recouper beaucoup de données. Et voilà, Michael Burry c'est un professionnel des mathématiques et en fait il a modélisé les ventes qu'il y a eu chez GameStop, il a vu comment ça allait se passer et comment ça allait être survendu et du coup il en a tiré profit. Et ça, vraiment, c'est très impressionnant. Ça arrive très rarement. En Europe, vous avez eu le cas aussi avec Porsche et Volkswagen quand ils ont fait la bataille boursière, qui a fait que l'action s'est envolée. Les gens se sont mis à vendre à découvert, mais comme c'était une bataille boursière et que la famille Porsche avait aucune volonté de s'arrêter, même si l'action était trop chère, parce que le but c'est le contrôle d'un empire, et ben ils ont continué à acheter des titres et les gens ont été contraints de se racheter et ça explose. Bon bah vous avez la même chose. Sur Hertz, c'est un peu le même principe. Vous aviez beaucoup de gens qui étaient en vente à découvert. Vous avez des Robin Hood traders qui sont arrivés. Ça a enclenché une obligation de rachat pour ces gens-là. Et voilà, c'est pour ça que dès que vous êtes sur ce qu'on appelle communément des daubes, il faut faire très attention quand vous vendez à découvert une daube. C'est ne pas prendre le marché dans la tête. S'il y a des gens
qui viennent justement parce que vous êtes vendeur, au-delà de vraiment la vision de la société, ils vont venir s'attaquer à vous. C'est une partie d'échec en temps réel et c'est l'acheteur contre le vendeur. Et des fois, voilà, la société elle a peu d'importance. On vient juste se combattre et c'est celui qui aura le plus de capacité et le plus d'intelligence. Donc il faut pas croire que parce qu'une entreprise est en mauvaise santé, elle va forcément faire faillite et il faut forcément la vendre. Au même titre qu'il faut pas croire qu'une société, parce qu'elle est Ouais, en bon, bonne enfin, santé, il faut là, on est forcément vraiment dans l'acheter. un phénomène strictement boursier, j'ai envie de te dire. Il y a quelqu'un là sur le chat qui demande est-ce qu'on peut parler de la même chose pour Tesla? Oui, c'est un peu la même chose, mais Tesla a jamais été shorté de manière au-delà de 100% de son capital. Oui, Mais c'est ça d'ailleurs. Je crois que c'est sur ton graphe précédent. Grosso modo, il y avait quoi, 30%, 35% oui, oui, de. oui, 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 C'est oui, quand même des oui, chiffres très très importants. oui, oui, mais c'est dans le graphe, c'est dans le graphe, alors c'est dans le graphe juste là, donc c'est des chiffres importants, mais vous n'avez pas du tout, c'est très rare d'avoir une société qui est extrêmement shortée. Une grosse société, ça n'arrive quasiment jamais, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand vous êtes sur des grosses sociétés, généralement, quand les gens achètent des options, le vendeur de ces options est toujours couvert. Donc quand vous shortez un titre, généralement, l'acteur bancaire va se couvrir de votre short ou il va mettre en place des procédures de couverture. Le problème, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans des sous-marchés avec des entreprises très peu valorisées, des fois, le teneur de compte va pas forcément se protéger. Il va pas prendre le collatéral au cas où vous fassiez faillite. Et à ce moment-là, effectivement, la construction de marché fait qu'il peut y avoir vraiment des corners très 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 importants. Dans les principaux indices, ça arrive très rarement. Il faut vraiment aller dans des boîtes qui sont des PME en difficulté ou des ETI en difficulté pour avoir ce système de corner. Voilà. C'est très rare que ça existe dans les grosses boîtes. Tesla, c'est arrivé 2-3 fois dans le temps de Tesla. Mais dans le temps de Tesla, vous avez autre chose. C'est comme en fait, vous avez des acteurs qui sont des ETF. Vous avez toujours un flux acheteur et le vendeur sait qu'il y aura toujours un flux acheteur et un flux vendeur. C'est le flux des ETF. Plus Tesla est inclus dans les ETF, plus à chaque fois qu'il y a des acheteurs d'ETF, ça fait monter le titre. Et plus vous avez à avoir d'acheteurs. Et après, vous avez tous les gens qui détiennent des ETF et qui vont mettre leur titre à la vente sur le marché parallèle, c'est-à-dire vendre des puts ou des calls sur leur titre pour faire un peu plus d'argent ou ce genre de choses. Et ça, c'est toute une construction de marché qui est très importante de comprendre pour comprendre pourquoi est-ce que c'est risqué ou pas de ne pas investir dans un titre ou d'investir dans un titre. Voilà, je voulais vous l'expliquer, c'était une construction de marché. La construction de marché, J'avais une question d'ordre plus fondamental sur GameStop. Du coup, pourquoi Microsoft fait finalement ce cadeau à GameStop qui n'est pas un relais de vente? Est-ce que GameStop est un relais de vente important pour lui pour ses nouvelles consoles? Enfin, parce que GameStop est un relais de vente comme un autre, déjà. d'accord, ok, tout simplement. Tout simplement, c'est un relais de vente comme un autre. Microsoft cherche aussi à aller vers l'abonnement. Et ce qu'on sait de l'abonnement et surtout des acteurs de la téléphonie mobile, c'est quand vous vendez du hardware et que vous faites de l'abonnement, les gens généralement ils aiment bien avoir une boutique où aller quand ça va pas. D'accord. Et comme Microsoft se met fortement à l'abonnement, je pense que c'est le premier pas vers quelque chose de beaucoup plus fort. Et surtout aussi, GameStop, il est incentivé à vendre des consoles. C'est-à-dire que Oui, oui, là où il y d'accord. a des Sony le magasins fait aussi également. Enfin, voilà. voilà, C'est- c'est-à-dire que Microsoft est dans une guerre de part de marché avec Sony et il n'a pas de problème de cash. Donc ce que Microsoft fait, c'est qu'il va voir les acteurs du secteur et il essaye de se mettre en position de force pour que les gens aient envie de vendre plutôt des Xbox que des PS5. Et c'est vrai que c'est D'accord. bien joué parce que en amenant justement ce partage des revenus sur le online, ça découple GameStop de son besoin fondamental de vendre des jeux vidéo physiques et d'être dans le retail pur. Et du coup, ça pousse GameStop à favoriser les offres Microsoft et à former ses employés aux offres Microsoft et tout, ce qui ne poussera peut-être pas dans l'univers Sony. Faut savoir aussi que la vente de consoles, c'est quelque chose qui est très peu margé. C'est pas un truc, une console, Oui. ça rapporte pas beaucoup. Ça rapporte pas beaucoup ni pour le mec qui l'a construit, donc ni pour Sony, ni pour Microsoft. Et ça rapporte pas beaucoup ni pour le vendeur, ça rapporte assez peu. Donc pour D'accord. GameStop, Micromania et tout ça, c'est assez peu rentable de vendre une console. Donc là, ça permet à l'univers de vraiment coexister. Et aussi, vous avez autre chose d'extrêmement important. Quand vous donnez de la puissance à GameStop, vous avez aussi vous avez plus de 5000 boutiques, un peu moins de 5000 boutiques, pardon, chez GameStop.
Et donc en fait, quand un jeu vidéo sort, la puissance de ce réseau physique, c'est aussi important pour les éditeurs et pour l'univers du gaming, parce que ça pose l'univers. Et en fait, vous allez avoir des enfants, ils vont se balader dans la galerie commerciale et ils vont voir le nouveau jeu. Ils vont voir la nouvelle chose. Et ça, je pense aussi que dans l'idée, aucun acteur géant du secteur a intérêt à ce que GameStop ne meure. Ils ont Ouais. tous intérêt à ce que GameStop survive, et donc Microsoft a fait le coup qu'il a rangé, et qui lui a permis d'obtenir quelque chose. Tout en sachant que ce coup-là, c'est un coup qui est assez intelligent, parce que Microsoft y a ajouté toute une partie technique, c'est-à-dire que tout le flux technique de chez GameStop tourne maintenant chez Microsoft, donc les gens, les vendeurs sont équipés de tablettes Surface, les équipes utilisent Teams pour communiquer, voilà, et il est connu chez GameStop, vous avez beaucoup de jeunes, parce que c'est pas un secteur où on touche des gros salaires, donc vous avez beaucoup de jeunes qui sont, voilà, ils font des études ou ils sont au début, et vous avez beaucoup de geeks qui travaillent chez GameStop. Parce que GameStop, c'est Micromania, et tout ça, c'est toutes ces enseignes, et vous avez beaucoup de geeks qui travaillent. Et je pense aussi que pour Microsoft, c'est un bon moyen d'amener ses propres outils dans l'univers de l'entreprise GameStop, qui est un univers d'entreprise assez jeune, avec des gens qui sont assez jeunes, et du coup, de faire connaître ces outils qui sont pas vraiment des outils qui sont connus par les jeunes ou plébiscités par les jeunes. Et ça, c'est intéressant à très long terme pour Microsoft. Et ça, vous pouvez le faire que quand vous avez une vision de très très long terme et que vous avez une telle masse de produits et une telle offre qu'en fait, quand vous allez faire un partenariat avec quelqu'un, vous avez une capacité à créer de la valeur vraiment sur un nombre incalculable de segments. Et du coup, même quand on part du principe que en fait, vous donnez quelque chose à votre partenaire et vous l'aidez, bah, au final, vous l'aidez pas vraiment, vous vous aidez vous, mais vous vous aidez vous à très long terme. Voilà. Ok. Non, mais merci Arthur. Est-ce qu'on passe au marché européen? Ben, on va passer du coup au marché européen. Alors dans le marché européen, il y avait trois news, euh, enfin un peu plus même. Vous avez cinq news. Donc vous avez Team 17. Alors Team 17, c'est un acteur anglais qui est spécialisé dans les jeux vidéo entre copains. Donc les jeux vidéo entre copains, c'est des jeux multijoueurs qui sont des jeux assez basiques généralement. On joue vraiment entre potes et on joue pour s'amuser. Donc leur licence phare, c'est un jeu qui s'appelle Overcook. Et en fait, vous êtes dans une cuisine et vous devez préparer des plats et chacun doit faire la tâche qui lui incombe et il faut aller le plus vite possible pour préparer le plus de plats possible. C'est très connu, Overcook, c'est un truc qui a fait un carton ahurissant, qui est très joué. Et voilà, le but c'est de faire le meilleur score. Bah, Team 17, ils ont racheté pour 17 millions de livres le jeu vidéo Golf with Friend, qui est un jeu vidéo en ligne où là le but c'est de jouer avec ses copains et chacun tire la balle l'un après l'autre. C'est un mini-jeu, un genre de mini-jeu. Et le but c'est d'amener la balle dans le trou plus vite que son voisin. Mais c'est pas du tout un jeu qui se prend au sérieux. C'est vraiment avec des parcours complètement atypiques de mini-golf et tout. C'est très très rigolo. Et ça c'est un secteur qui explose en ce moment parce que les gens ont vraiment envie de jouer avec d'autres. Et l'arrivée de Twitch et de toutes ces plateformes de jeux multijoueurs ont créé un besoin d'un nouveau segment de jeu. C'est le segment de jeu entre potes, dit du party games, où on s'amuse, comme si on faisait un Monopoly entre nous et tout. Et l'avantage de ces party games, c'est qu'en fait, vous pouvez jouer avec tous les gens que vous connaissez assez facilement. C'est comme quand vous faites un Pictionary à la maison, en famille, ou ce genre de choses. Voilà. Ok. Vous avez Nacon qui a racheté Big Hand Studio, qui est un studio australien pour 35 millions. Alors chez Nacon, il faut savoir, c'est une société qui a été créée assez récemment, qui vient de Big Ben. Et en fait, eux, leur but, c'est d'acquérir des licences sur des segments assez sous-représentés. Donc par exemple, un segment qu'ils ont longtemps exploité, c'est le segment du tennis. Alors pourquoi est-ce qu'ils font du tennis? Parce qu'en fait, dans le tennis, vous avez ni Tech2 ni EA Games. Et pourquoi ça? Parce que dans tous les sports entre guillemets très connus, généralement les droits se négocient au niveau de la fédération internationale. C'est-à-dire que par exemple, quand vous faites un jeu sur le foot, quand vous faites FIFA, EA va négocier avec FIFA et avec les fédérations locales et pas avec chaque joueur. Ce qui rend ça beaucoup plus simple. Et en fait, dans le tennis, chaque joueur détient ses propres droits.
Et du coup, quand vous faites un jeu de tennis, il faut aller négocier avec la fédération de tennis internationale, les fédérations locales, plus chaque joueur que vous allez faire apparaître dans le jeu. Ça rend le D'accord. truc très compliqué. C'est vraiment, ça demande vraiment beaucoup de ressources. Et du coup, les gros ont jamais été se mettre sur le tennis. Et du coup, c'est un secteur, et vous avez la même chose dans le hand, vous avez la même chose dans le rugby et tout. Et c'est tout un univers où du coup Nacon a décidé d'aller en se disant que bah du coup ils n'étaient pas obligés d'avoir tous les joueurs, mais juste les principaux, d'aller négocier qu'avec que les principaux. Et quand le jeu commencerait à vraiment être important et tout, bah ils auraient de plus en plus de ressources et ils pourraient construire. Donc ils sont dans cette phase de construction des jeux vidéo de sport. Ils construisent ça autour du handball, autour du tennis, autour du rugby. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils sont au tout début. Et ces jeux-là, c'est pas des jeux qui sont très très bien notés. C'est des jeux qui des fois sont assez mal notés parce qu'ils sont au début de la construction de ces jeux-là. Il faut qu'ils investissent dedans. Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont été rachetés Big Ant? Parce que Big Ant, c'est un studio qui est spécialiste des jeux de sport. Donc ça leur donne déjà des compétences dans les jeux de sport et qui a des licences assez fortes dans le rugby et dans le cricket. Et là, le cricket, c'est la même chose. C'est un futur marché du jeu vidéo, surtout au Pakistan et Et en en Inde, Inde. ouais. Et du coup, ils parient beaucoup dessus, mais c'est très compliqué à développer. Donc en fait, ils sont au début, ils essaient de créer un EA Games avec un gros focus sport, mais ils ont besoin de mettre beaucoup d'argent encore pour arriver à la qualité du jeu vidéo. Et le problème chez Nacon, c'est que vous payez ça très cher et la qualité du jeu vidéo est pas encore là. Donc en fait, c'est un peu comme si vous payez un studio vraiment comme les autres. Or, la qualité de ces jeux est pas digne de celle des autres studios. C'est pas du tout la qualité de Focus, c'est pas du tout la qualité de Digital Bros, par exemple, ou de ce genre de choses qui sont des comparables dans le segment du double A. Donc le double Mhm. A, c'est le segment des jeux vidéo à coût de développement contenu, on va dire, à l'inverse des triple A qui sont des jeux vidéo qui vont coûter toujours plus de 50 millions, voire plus de 100 millions d'euros. Dans le double A, c'est beaucoup plus faible. On va chercher des quelques dizaines de millions d'euros de budget et le but, Exactement. voilà. Et donc, quand même, juste, je suis en train de regarder en parallèle le graphe boursier de Nacon. Donc, on est d'accord que c'est une entreprise française. Ouais, Hein, tu me confirmes ça. Et donc, ils ont été introduits en bourse en mars 2020. ouais, c'est une entreprise qui a été spin-off de Big Ben, qui a très bien marché sur l'univers du contenu. Alors moi, j'ai toujours été assez dubitatif, c'est-à-dire pour bien connaître l'univers du gaming, je trouve que leur jeu, Mhm. il manque beaucoup encore Ouais, ouais. de qualité. Et en fait, quand vous achetez du Focus Home ou du Digital Bros, vous avez beaucoup de qualité, vous avez des gens qui sont habitués à faire de la qualité. Chez Nacon, vous avez des gens qui étaient habitués à faire des qualités assez médiocres, on va dire. Et là, ils sont Mhm. en train d'acheter des studios pour monter en qualité. Sauf que monter en qualité, c'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment une culture d'entreprise. Quand vous êtes habitué à repousser des jeux vidéo pour avoir la meilleure qualité, c'est quelque chose comme ça. Quand vous êtes dirigé par des gens qui vont penser financièrement ou qui sont pas habitués à cette qualité, c'est bien Mhm. différent. Donc D'accord. vous avez vraiment un besoin de switch considérable dans la culture d'entreprise de Nacon. Et moi, ça me fait peur à long terme. Alors pour le moment, ça se passe très bien. Ils ont Ouais, réussi un c'est ça. marketing Ouais, ouais. boursier exceptionnel. Et leur stratégie est une très bonne stratégie parce qu'ils vont sur les verticales du sport qui sont des verticales non ciblées par EA et par Take-Two. Mhm. Et en fait, il faut bien comprendre que, par exemple, une verticale qui était non ciblée par EA et par Take-Two pendant longtemps, c'était les jeux de course. Et vous aviez une entreprise qui était très connue là-dedans qui s'appelait Codemaster, qui était une entreprise anglaise. Et là, il y a eu une bataille boursière cette année pour racheter Codemaster. Et les deux acteurs qui voulaient racheter Codemaster, c'était Take-Two et EA Games. Justement pour acquérir cette compétence dans le jeu de sport de voiture. Et l'incorporer à sa dimension sportive qu'il y avait déjà dans ces deux entreprises. Donc voilà. Ça, alors peut-être que Nacon deviendra un acteur vraiment important dans les sports entre guillemets plus localisés géographiquement et créera des jeux qui se vendent très bien et deviendra une cible pour un acteur comme Take-Two ou comme EA Games. C'est possible, mais c'est quand même quelque chose de très compliqué. Il faut faire beaucoup d'investissements avant que ça arrive. Moi, c'est pas un dossier qui me plaît grandement. Après, vous avez Ok. NLabs. Alors, NLabs, c'est une société du gaming, mais qui fait des paris. Donc, des jeux de casino, ce genre de choses en ligne.
C'est une société que j'ai initiée en portefeuille il y a quasiment 1 an et demi. Donc qui fait un bagger x3 chez moi. On voulait la conseiller dans NTI, mais on s'est fait griller la priorité. Hein, c'est pas la première fois, mais bon, on fait avec. Et en fait, bah, vous avez la même chose dans le gaming et dans l'univers du gaming, entre guillemets, avec des jeux d'argent. Vous avez beaucoup d'acteurs qui essayent de construire des groupes internationaux de grande taille. Et ces acteurs, ils essayent aussi de se monétiser sur des nouveaux marchés. C'est-à-dire que là où avant, vous aviez le classique bingo, la classique machine à sous et entre guillemets le poker et le pari sportif autour du foot. Maintenant, vous avez beaucoup de nouvelles choses qui arrivent. Vous avez ce qu'on appelle le fantasy sport. Alors le fantasy sport, c'est vous allez par exemple prendre la Ligue 1, vous allez rentrer dans un tournoi où vous allez payer pour rentrer dans ce tournoi. Vous allez par exemple payer 5 euros. Le numéro 1, celui qui a le plus de points à la fin du tournoi, il gagnera par exemple 1 million d'euros. Et en fait, on va vous demander de faire des paris sur les matchs de toute la saison de Ligue 1, de les faire bien à l'avance. Et une fois que vous les aurez fait, à la fin de la saison, on comptera les points et par rapport aux matchs réels qui ont eu lieu et qui a eu le plus de points. Et celui qui a eu le plus de points aura le jackpot. Le fantasy sport, c'est un truc qui marche très bien et qui est en train d'exploser parce que ça permet pour des sommes assez anecdotiques, c'est-à-dire quelques euros, quelques dollars, d'entrer dans des compétitions où vous avez des cash price et en fait des gains potentiels qui sont extrêmement forts. Et plus le gain potentiel est fort, plus vous pouvez créer des ligues avec des nombres de joueurs importants et plus vous allez attirer de joueurs. Et l'avantage aussi de ce fantasy sport, c'est que du coup, pour le prestataire, comme vous avez peu de risques, c'est-à-dire qu'en fait, de base, sur l'univers du gaming, des paris sportifs, généralement, quand vous preniez un pari, bah, le site de pari prend le pari inverse contre vous. Donc, quand vous gagnez, lui, il perd. Donc, pour qu'il soit gagnant à long terme, il faut que vous soyez perdant à long terme. Et ben dans les sites de fantasy sport, c'est différent. Parce que comme en fait le pot commun est mis par rapport à ce que les joueurs ont mis, le site va toucher juste une commission. Et donc lui, il n'a pas forcément intérêt à ce qu'il y ait des gagnants ou des perdants. Lui, il a intérêt juste à ce qu'il y ait le plus de monde possible, le pot le plus gros possible, pour faire la commission la plus grosse possible. Et du coup, plus vous avez un pot gros, plus vous allez attirer du monde. C'est un peu comme au loto. Quand vous avez l'euro million avec le super méga jackpot à plusieurs centaines de millions, ça attire beaucoup de monde. Bah, le fantasy sport, c'est un truc qui est très en vogue. Et les gens, en fait, les acteurs du fantasy sport, ils ont besoin de se consolider les uns les autres. Parce que quand vous allez chercher de la taille comme ça et créer des ligues très importantes avec beaucoup de joueurs, et ben en fait, vous avez besoin d'être cross-market. C'est-à-dire que si la Française des Jeux se lance un service de fantasy sport en interne, elle va être limitée aux Français et du coup elle pourra pas faire des ligues avec 1 million de personnes. C'est pas possible. Elle trouvera pas 1 million de joueurs en France. Par contre, si la Française des Jeux, elle se lie à un acteur comme par exemple Scoot Gaming, qui est une filiale cotée de N-Labs, et ben en acquérant, en se liant à Scoot Gaming qui est spécialiste du fantasy sport, elle va mutualiser ses joueurs avec l'acteur numéro 1 en Belgique, l'acteur numéro 1 en Italie et tout ça. Et du coup, elle va créer un pool de joueurs beaucoup plus gros et elle va pouvoir créer des ligues avec beaucoup plus de joueurs et donc des cash prize beaucoup plus importants. Et vous avez aussi dans l'univers du gaming, des jeux d'argent et des jeux de casino, vous avez tous les jeux entre guillemets nouvelle génération. Donc tous les jeux, les Pong, les jeux d'adresse et tout, qui sont des jeux qui n'existaient pas dans les casinos classiques pendant longtemps et qui ont été popularisés par les casinos en ligne. Et voilà. Donc N-Labs, c'est une société qui valait moins de 10 SEC par action. Donc c'est une société qui est cotée en Suède. Donc c'est des couronnes suédoises. 10 SEC par action il y a 1 an et qui maintenant en vaut 40. Et elle en vaut même un peu plus parce que il y a d'autres acteurs qui trouvent que l'OPA n'a pas été faite au bon prix. Moi, je vais vous dire, ma target price de 3 ou 4 ans, c'était 90 SEK par action. Donc il y a plusieurs autres actionnaires comme moi qui sont pas contents du prix et qui l'ont fait savoir au management. Et il est possible qu'il y ait peut-être un rehaussement ou que l'action reste cotée. Voilà. Après, vous avez un rehaussement d'objectifs, c'est Focus Home. Alors ça, c'est la fête. Hein. Cette année, tout le monde rehausse.
Depuis que je fais des oscilloscopes, quasiment, on a dû avoir 2 ou 3 sociétés qui ont abaissé leurs objectifs pour une cinquantaine qu'on rehaussé. Donc, par exemple, là, le Capcom, qui est un éditeur japonais, a rehaussé fortement ses objectifs aussi en début d'année. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des ventes de back catalogue très importants avec la crise du Covid. Bon, bah, chez Focus, vous avez la même chose. Vous avez un acteur qui était un acteur, entre guillemets, qui était un éditeur de spécialité. Quand le marché global fait 20%, Ouais, ouais, voilà. plus en un an, bon. Ah, voilà, le marché, c'est pour ça que je vous en parle et que je fais beaucoup sur le jeu vidéo, parce que vraiment c'est un méga trend, et un méga trend en croissance qui en plus va vers une augmentation de la durée de vie des consommateurs, une augmentation de la monétisation par le passage à l'abonnement et en plus aux ventes en ligne. C'est très compliqué, c'est-à-dire que chez Netflix, vous payez une fois, vous regardez vos séries et c'est fini. Là en fait, chez Microsoft, vous achetez un abonnement, vous jouez un jeu, au jeu voilà, qui vous plaît avec votre abonnement, mais en plus dans le jeu, des fois, vous êtes tellement amoureux du jeu que vous allez acheter des trucs en plus dans le jeu, en plus de cet abonnement. Ça n'existe pas dans le film. Vous payez pas sur Netflix des films en Ouais, plus. Ça existe sur Amazon, vous avez des films en plus qui sont pas dans le forfait de base. Mais c'est très rare. Et ben là, dans le jeu vidéo, vous avez le meilleur de tous les mondes. Et ça, c'est très rare. Donc vous avez Focus qui a rehaussé ses objectifs. Focus, c'est une société que j'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal en 2019 et en début 2020 avec, parce qu'en fait, ils ont perdu leur licence phare qui s'appelle Farming Simulator. Et en Ah oui, fait, ben, on c'est voit sur Twitch là qu'il y a plein de gens qui font des vidéos de Farming Simulator. ouais, ouais, c'est un jeu qui est très connu. C'est un jeu, voilà, vous êtes dans la peau d'un fermier des temps modernes. Et voilà. Et c'est un jeu qui était détenu en coédition avec Giant Software. Et Giant Software détenait les droits primaires. Et ils ont décidé de ne pas reconduire leur partenariat avec Focus. Ce qui est très dommage pour Focus. Mais Focus, c'est une boîte qui a réussi à commencer son pivot. Ils ont commencé il y a quelques années à diversifier leur contenu en créant des nouveaux jeux vidéo. Parfois des jeux vidéo assez solides comme Vampire, qui était une coédition avec le studio français Dontnod, qui est un jeu vidéo assez solide, qui est une nouvelle licence. Ils ont eu cette année A Plague Tale, qui a raflé beaucoup d'Oscars et qui a été un très très bon jeu. J'ai passé beaucoup de temps dessus. C'est un jeu un peu narratif, mais vraiment un très bon jeu. Chez Focus Home, ils sont connus pour avoir une très très grande qualité et pour savoir très bien manager les studios quand ils sont éditeurs, et qui sont voilà, ils sont derrière les studios et ils contrôlent la qualité des studios. Alors il y a quelques années, Lagarrigue, qui était le PDG de Focus Home, j'ai parlé plusieurs fois avec lui et il cherchait à acquérir des studios, et en fait il n'a pas été suivi par son majoritaire et du coup il a décidé de partir. Il se trouve que dans la foulée, les acteurs italiens comme Digital Bros ou du coup bah, Big Ben, ou même l'acteur suédois THQ Nordic, qui a fait beaucoup d'acquisitions récemment, ils ont commencé, c'était des acteurs qui étaient plutôt dans l'édition, donc c'est-à-dire ils nouaient des partenariats avec des studios qui créaient le jeu vidéo et ils éditaient le jeu vidéo et ils partageaient les royalties. C'est des acteurs qui ont tous commencé à intégrer des studios. Et le seul qui voulait pas le faire, c'était Focus Home, et c'était le majoritaire de Focus Home. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous commencez à intégrer des studios, bah, du coup, vous centralisez beaucoup plus le risque. Ça, c'est quelque chose d'important. Et surtout, la marge d'un distributeur, elle était très élevée à l'époque. Et quand vous internalisez un studio, la marge n'est pas forcément aussi élevée qu'avant. Ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, quand vous internalisez un studio, vous allez avoir un cycle de développement d'un jeu vidéo qui est de 2 3 ans. Et donc, en fait, vous allez payer sans forcément avoir les revenus du jeu au début. Donc, forcément, ça atteint votre marge. Et quand vous avez des accords de co-création et que vous payez que 50% du prix, bah en fait, voilà, vous êtes moins touché par ça. Ça a changé. Ça a changé là cette année. Et pourquoi ça a changé? Parce que le majoritaire de chez Focus Home, il a été racheté par une holding qui s'appelle Neology. C'est des gens qui sont issus du secteur de la télévision. C'est les acteurs qui détenaient Newen, qui était l'acteur qui faisait les séries plus belle la vie et tout, qu'ils ont vendu à TF1, il me semble. C'est ça, oui, c'est à TF1. Voilà. Et c'est des gens qui connaissent bien le contenu,
qui connaissent pas très bien le jeu vidéo, mais qui connaissent assez bien le contenu, qui viennent dans le jeu vidéo, qui ont l'avantage d'avoir tout le back catalogue de Focus, qui ont l'avantage d'avoir toutes les compétences de Focus et qui maintenant cherchent des studios à acquérir. Ils ont acquis un studio qui s'appelle le Deck 17. Deck 27, pardon. Deck 27, c'est un petit studio allemand qui détient quelques licences et surtout Deck 27, c'est une très bonne pioche parce que Deck 27, c'est des gens qui détiennent aussi une part, qui ont une activité de licence. Et en fait, cette activité de licence, ils vont voir des créateurs de jeux vidéo, ce qu'on appelle indépendants. Donc là, on est sur du A, voilà, pas du double A, mais du A. C'est quoi? C'est les jeux, parce que les top jeux, c'est triple A. Les top jeux, les jeux les plus chers, c'est triple A. Après, vous êtes sur du double A et après, vous êtes sur du A, du double A moins ou du A plus ou du A. Et en fait, quand vous êtes sur du A, vous êtes vraiment sur des jeux avec des coûts de développement très faibles. Et en fait, vous êtes généralement sur des structures avec 4, 5, 6 développeurs, voire un développeur. Et le but, c'est d'aller chercher. Mais parfois, vous avez des très bonnes surprises. Par exemple, un jeu dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle Among Us cette année, on en a parlé plusieurs fois dans l'oscilloscope. C'est un jeu qui est fait par 4 développeurs, donc ils sont une équipe de 4 à la base, et c'est un des jeux qui a été le plus téléchargé cette année. Donc ça veut pas dire que parce que vous êtes peu nombreux... Ça, c'est un jeu A. Catégorie A. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler un jeu catégorie A. C'est-à-dire le coût de développement, c'est coût de développement d'un catégorie A, et pourtant la capacité de développement du jeu et l'explosion du jeu était considérable. Alors, on va pas se le cacher, c'est excessivement rare. Hein. C'est pas parce que vous achetez un éditeur qui édite des jeux A que vous allez tomber sur le mec qui va éditer Among Us. Sachant qu'en plus, Among Us, ils ont pris personne pour les éditer, ils y sont allés tout seuls. Mais en fait, voilà. Deck 27, ils ont une équipe de support d'édition pour ces gens, et en fait ça permet quoi? C'est des gens qui font des jeux vidéo un peu solides, mais voilà, et qui veulent se faire éditer, qui veulent se faire traduire dans d'autres pays et tout, ils passent par Deck 27, et Deck 27 s'occupe de ça, et en contrepartie ils font des échanges de royalties sur les jeux et tout. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet à Focus Home de descendre dans la chaîne de valeur des jeux vidéo et d'aller cibler sur l'édition des jeux vidéo un peu moins solides que ce qu'elle a l'habitude de faire, mais de tirer profit de ses compétences et de ses relations avec les éditeurs. Donc c'est vraiment une très belle société, Focus Home. Surtout le nouvel acteur entrant va apporter beaucoup de moyens. C'est dommage qu'ils aient pas gardé Cédric parce que c'était vraiment un très 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 grand connaisseur du jeu vidéo et surtout du secteur du AA. Mais il y a vraiment beaucoup de qualité chez Focus. Il y a un back catalogue qui est très grand, même quand on enlèvera Farming Simulator. Ils ont prévu des nouvelles licences. Ils ont beaucoup de cash pour faire des acquisitions. Donc je pense que c'est une très bonne boîte. Et après, vous avez autre chose. Je voulais parler, c'était Logitech. Donc Logitech, c'est un manufactureur. Donc un manufactureur, c'est quelqu'un qui va faire de l'hardware. Alors eux, ils font pas des consoles ni des PC, mais ils font des souris, des casques, des claviers et tout ce qui sert à optimiser vos performances dans le jeu vidéo. Voilà, des manettes, nouvelle génération et tout. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé cette année ? Cette année, pour ceux qui me suivent sur Twitter, je vous invite à le faire, j'ai conseillé Guillemot Corporation. À l'époque, elle valait, je crois, 4 euros, un truc comme ça. Et maintenant, elle en vaut 11. Donc ça vous dit. Et il y a un acteur encore mieux, c'est l'acteur comment s'appelle l'acteur Fun je sais plus Funmitsu ou je sais plus comment, qui est un spécialiste des volants en fait. Et lui alors en 3 ans le cours il a fait 7500%. C'est la plus grosse performance de toutes les actions européennes qui existent. Il n'y a personne qui fait mieux en 3 ans. Donc voilà, c'est vous dire la performance de cette action. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont spécialisés dans le volant de course haut de gamme. Et vraiment, bon, maintenant ils ont une valorisation comme dans le luxe et on va chercher des valorisations du luxe parce que les gens ils veulent ce volant-là, que ce volant et ils cherchent que ça. Et même les comment s'appelle les grands équipementiers et les grands constructeurs, quand ils font des véhicules de test et qu'ils font des choses, des simulateurs ou des choses comme ça, ils viennent voir ces acteurs spécialisés du volant de jeux vidéo
pour les mettre dans leur simulateur. C'est vous dire si D'accord. ces gens, ils ont obtenu de la compétence. Voilà, c'est assez connu. Mais, et voilà. Et ben, Logitech, c'est l'entreprise leader dans ce secteur-là avec Razer qui fait énormément d'hardware et elle a fait des super ventes à Noël et elle est au plus haut historique, l'action, elle est en Suisse. Elle est au plus haut historique et pourquoi? Bah parce D'accord. que... Logitech, pour moi, c'était une division de Microsoft, hein. Ah, pas du tout. Non? C'est une entreprise Ok. indépendante suisse qui est spécialisée dans la création de périphériques informatiques, donc des souris, des claviers, des choses comme ça, et qui s'est beaucoup recentrée sur le gaming. À une époque, elle était très grand public, et là, elle s'est beaucoup recentrée sur le gaming, et ça vous montre toute la capacité du gaming, c'est-à-dire le marché qui est en train de devenir le gaming, et le marché du gaming, c'est un marché de taille maintenant colossale, et tellement colossale que même les sous-verticales, c'est-à-dire l'e-sport, le hardware PC, et même maintenant, vous avez des marques de vêtements qui se lancent autour du gaming et qui font énormément, énormément de chiffre d'affaires. Ça vous montre la puissance de frappe du gaming et le fait que le gaming devient beaucoup plus que juste on joue aux jeux vidéo. Ça devient on regarde du jeu vidéo, on vit jeu vidéo et il y a tout un secteur qui commence à se créer autour et qui offre des rendements extrêmement attractifs pour les investisseurs tels que nous sommes. Voilà. Ouais. D'accord, ok, bon bah merci Arthur. Écoute, il y a Value Invest HQ qui te passe le bonjour Ah bah et je lui dis beaucoup de bonjour. succès sur cette chaîne. Et on a également une question de Altiku. Quels sont les jeux avec le plus gros potentiel de Focus Home selon toi? Alors, c'est difficile de répondre à ça parce que vous avez beaucoup de jeux chez Focus Home, ça dépend beaucoup. Mais par exemple, la licence qui sont créées avec Dontnod Vampire, elle a reçu de très bons échos. Elle a eu un lancement un peu compliqué, mais elle s'est très très bien vendue. Et les licences autour des vampires et tout, c'est quelque chose qui existe dans le monde de l'édition de bouquins. C'est quelque chose qui existe dans les séries et tout. Et l'histoire est pas elle semble pas finie en fait quand on joue aux jeux vidéo. Il y a des portes pour l'ouvrir un peu plus et donc possiblement Vampire c'est une licence qui peut m'installer dans le temps et qui est très intéressante. Bon, A Plague's Tale c'est très bien vendu cette année, mais est-ce que la licence pourra s'installer dans le temps? Je sais pas. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Par contre, une licence assez intéressante qui s'installera sûrement dans le temps, c'est une licence de jeu vidéo de camion dans un environnement ouvert un peu compliqué. Il s'appelle Mud Runner, qu'ils ont édité depuis quelques années. Et ça, par contre, c'est une licence elle va pas faire des millions, enfin des dizaines de millions, mais c'est une licence qui vraiment, je pense, est, est assez intéressante. Vraiment, c'est une licence qu'il faut suivre dans le temps parce que c'est une licence qui s'est très bien vendue au début et surtout c'est une licence aussi qui a profité de ventes de in-game assez importantes, de packs de nouveaux camions, de nouveaux trucs. Ça c'est une licence qui s'est aussi très vue sur Twitch. La plupart des grands streamers ils ont joué à Mud Runner et tout, donc c'est une très bonne licence. Et après, il y a toutes les licences non annoncées de Focus Home et toutes les licences déjà annoncées mais dont on n'a pas vu entre guillemets le jeu arriver. Alors, moi, je vous conseille, si vous voulez vraiment suivre les grosses licences des studios comme ça sur les AA, c'est d'aller suivre des thèmes, la manière dont on en parle. Donc, par exemple, d'aller suivre le trend sur Google pour voir un peu combien il y a de gens qui postent des requêtes sur Google, d'aller voir le nombre de gens qui suivent le jeu vidéo sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, ça donne une bonne indication. Le Ah, donc nombre ça, c'est de... vraiment un tuyau de ta part, effectivement, c'est regarder les Google Trends et voir si ça monte ou si ça descend, quoi. Voilà, ouais. Puis Ça, allez c'est voir un outil qui est aussi... accessible à tous. Hmm. Ouais, puis allez voir aussi les bandes annonces. Le nombre de gens qui ont regardé les bandes annonces, c'est une très très bonne chose aussi. D'aller voir qui a regardé les bandes annonces, combien de personnes ont regardé les bandes annonces. Chez Focus Home, les derniers jeux qui ont été annoncés, il y a eu des très 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 gros scores de bandes annonces. Alors ça veut rien dire parce qu'on est au tout début, on a eu que le teaser du jeu vidéo, donc j'aime pas trop définir un jeu vidéo par rapport à son teaser parce qu'après on a des risques de se planter comme il y a eu avec non, avec Cyberpunk pardon. Et du coup, il faut faire attention. Mais c'est un très bon indicateur avancé. Le fait que si leur futur jeu ait eu des très bons scores en bande-annonce, c'est un très bon indicateur. Et après, quand un jeu est sorti, ce que vous pouvez regarder aussi, c'est le nombre de fois où il passe sur Twitch.
et le nombre de ventes sur Steam. Vous avez des sites qui monitorent ça, le nombre de gens qui l'ont acheté sur Steam, ce genre de choses et tout. Et ça vous donne des indications de long terme. Et en compilant les données, et ben du coup, vous pouvez avoir une anticipation des ventes de ces acteurs-là. Mais c'est un vrai travail. Et effectivement, quand vous êtes investisseur indépendant et que vous avez peu de capital, ce travail, c'est un travail qui prend beaucoup de temps et peu de gens le font. C'est pour ça que nous, à travers nos services, moi, c'est un travail que je fais et que, voilà, vous payez pour le service, mais vous payez pour avoir accès à ce travail, en fait. Au-delà de juste mes avis, mes machins, vous avez accès à tout le travail et à pourquoi est-ce qu'on arrive à ces valeurs-là. Et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais. Euh, je me permets une dernière question parce qu'on va bientôt s'arrêter là. Mais donc, comment donc value, oui, quel ratio de valorisation à appliquer pour Focus Home? Comment valoriser ce genre d'entreprise? Alors, ce genre d'entreprise, généralement, pour mieux valoriser ce genre d'entreprise, vous allez valoriser deux choses différentes. Vous allez valoriser le back catalogue et les jeux sortis cette année. Donc en fait, le back catalogue, l'avantage, c'est que vous prenez la croissance du back catalogue dans le temps, vous la minorez plus ou moins suivant vos objectifs de la décroissance qu'il va y avoir dans le temps si on n'intègre pas des nouveaux jeux vidéo. C'est-à-dire vous figez le back catalogue à un instant T, vous faites de la décroissance de ce back catalogue dans le temps, et vous allez avoir une valorisation de ce back catalogue. Ce back catalogue, c'est l'angle numéro un de votre valorisation. C'est ce que l'entreprise vaudrait si par exemple on enlève tous les futurs jeux vidéo, qu'on vire tout le monde et qu'on garde que ça. Donc ça, vous avez... et ça, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vraie formule. C'est-à-dire, est-ce qu'un back catalogue, si on rajoute pas des jeux, il va s'effondrer de 50%, de 20%, de 15%? Ça dépend. Pour chaque entreprise, c'est différent. Il faut aller prendre les données historiques, essayer de mouliner, de retraiter, voilà. Donc vous avez la première pierre de valorisation, et après vous avez la deuxième pierre, et la deuxième pierre, c'est les licences actuelles qui sont en production, les potentiels de ces licences-là. Quand c'est des licences qui ont déjà été éditées, bah, vous pouvez prendre le potentiel de la licence d'avant, extrapoler ça sur les visions du management, et du coup vous avez deux pierres à votre édifice qui vous donne une valorisation à peu près totale de la société. Sinon, vous avez une autre manière de faire votre valorisation totale, c'est que vous prenez des comparables et vous utilisez des ratios par rapport aux comparables. Donc quand vous êtes dans du double A, vous allez prendre des comparables comme Digital Bros, comme Nacon et tout, et vous allez valoriser votre chiffre d'affaires, votre VE sur EBIT et tout, par rapport à ces comparables. Alors moi, j'ai tendance à dire que ça, c'est grossier comme manière de faire, parce que et vous avez du risque à très long terme, parce qu'en fait tous les acteurs sont sur de l'immatériel et chaque licence n'a pas la même valeur. C'est-à-dire que pour moi, clairement, chez Nacon, une licence comme Handball, qui est la licence de jeu dans Handball, enfin, vu la qualité du jeu, j'y ai joué, hein, parce que je veux pas critiquer des jeux auxquels je joue pas, donc j'y ai joué. Vraiment, c'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Et allez voir les tests en ligne, c'est vraiment pas terrible. Bah pour moi, vous pouvez pas valoriser une licence comme Handball, même si elle fait 1 million d'euros, enfin 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, la même chose qu'une licence comme Mud Runner, qui est une licence qui est vraiment de qualité. J'ai joué au jeu, le jeu est de qualité, les ajouts sont de qualité, même si la licence fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires aussi. Le potentiel à long terme et le potentiel pour un géant du secteur, c'est pas du tout le même. Le besoin de redéveloppement est pas le même, ce genre de choses. Donc là, après, vous allez arriver dans des projections vraiment entreprise par entreprise, et là, il y a beaucoup de doigts mouillés. Et il y a beaucoup aussi de connaissances du secteur, de vous avez joué au jeu et tout. Si vous jouez pas au jeu, vous pouvez déjà faire une première valorisation en prenant les comparables, c'est une bonne manière de faire, et une seconde valorisation en découplant le back catalogue du nouveau catalogue et en essayant de voir quel est le potentiel du nouveau catalogue et quel est le potentiel du back catalogue pour avoir la valorisation des deux. Et ça, c'est une bonne manière de faire. Vous l'avez aussi, par exemple, dans d'autres secteurs. Par exemple, chez Xilam, c'est comme ça que vous faites. Vous avez la valorisation des futurs programmes et la valorisation des anciens programmes, et vous essayez de trouver la valeur des deux, et puis après, vous faites la somme des parties, et vous trouvez une valeur d'entreprise totale. Bon, bah, dans le jeu vidéo, c'est un peu pareil. Après, plus
plus entre guillemets votre éditeur est petit et a de manières de faire, plus c'est compliqué. Parce qu'en fait, quand vous êtes par exemple sur du Focus Home, vous avez maintenant de l'édition double A, vous avez de la production édition double A, et vous avez de la production édition A et de l'édition A maintenant. Et alors ça c'est compliqué parce que généralement si vous voulez vraiment avoir la valeur réelle que paierait un autre acteur du secteur, il faudrait aller faire la valorisation segment par segment. Là on rentre dans quelque chose de très compliqué et il y a très peu d'acteurs qui le font et il y a assez peu d'intérêt sauf si vraiment vous cherchez une action à très long terme et que vous voulez vraiment investir sur une ou deux actions dans ce secteur et se dire c'est la meilleure action pour les 10 ans à venir ou ce genre de choses, où là ça peut valoir le coup de faire ce genre de travail intellectuel très poussé. Ok, ok. Bon, bah, merci Arthur pour toutes ces indications. Enfin voilà. Euh, bah, c'était notre première, Ouais, avec quelques soucis techniques. ouais, quelques soucis techniques et tout, donc c'était la première. Je sais pas si le format vous plaît, c'était un peu long, j'essaierai de faire un peu moins long la prochaine fois, hein, parce que Ouais, voilà. je vais essayer Euh, de faire un peu plus dynamique, mais c'est quand même très intéressant, effectivement, que tu nous expliques bah, comment tu fonctionnes pour sélectionner les entreprises, pour analyser Ouais, les. puis le Ouais, secteur du jeu vidéo, c'est un secteur qui bouge beaucoup, donc il y a toujours des choses à dire, donc ça c'est intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, soit sur Twitter, hein, page Sama, soit ouais. directement à Agora, vous avez le mail, la rédaction tech publication agora.fr. J'y répondrai. Hein, c'est important que vous nous disiez ce que vous pensez du format, les trucs que vous voudriez améliorer et tout. Alors la prochaine fois, il y aura le PowerPoint, mais il y aura aussi d'autres choses. Je montrerai des choses sur internet et tout. Alors là, comme on a des problèmes techniques, je pouvais afficher que le PowerPoint et ma tête, donc on voit pas Edern, on voit pas un chien, et on est Un désolé de chien en ça. off. Et après, par contre aussi, on essaiera d'ajouter, de faire venir d'autres gens qui ont parfois des idées un peu, pas forcément les mêmes, des gens spécialistes du jeu vidéo, des pas spécialistes. On parlera aussi parfois d'autres choses, si vous voulez qu'on parle d'autres choses quand il s'est passé quelque chose sur le marché d'assez atypique ou unique. Je crois que la semaine prochaine, on fera un petit aparté sur Mint, hein, c'est ça? Ouais. Je pense qu'effectivement, ouais, c'est ce qu'on a prévu, puisque là, il y a les résultats qui vont tomber, hein. Voilà, il y a les résultats, puis il y aura les résultats de l'OPA. Donc pour suivre la première vidéo qu'on avait fait des petits porteurs de Mint, je pense qu'on fera un update de valorisation et qu'on en parlera un petit peu. Et on essaiera peut-être de faire venir des gens du regroupement des petits porteurs ou ce genre de choses. Et donc voilà, mais surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du Voilà, bah, format. de toute façon, voilà, on va se roder. Là, c'était une première. Voilà, ça sera toutes les semaines à la même heure par contre, on fera voilà et on Voilà. essaiera d'améliorer. Sinon, il sera aussi disponible en format article demain sur le site. Donc Oui, voilà, opportunité demain, de toute façon, techno. on redistribue On vous ça. On donnera va aussi poster ça sur le YouTube également. voilà, on vous donnera aussi le slide pour ceux qui veulent le slide. Voilà, vous pouvez utiliser les données du slide, moi ça me dérange pas. Voilà. Donc on vous donnera aussi le slide. Et si vous voulez que je fasse d'autres choses sur Twitch, même que j'en lance de temps en temps tout seul quand il y a eu des résultats d'une société dont on parle souvent et dont qu'on n'a pas en portefeuille sur NTI parce que sinon on peut pas en parler pour tout le monde. Ça peut être des choses qui peuvent se faire, donc n'hésitez pas à me tag sur Twitter et tout, et on peut se faire des petits lives de temps en temps, voilà, un peu quand le marché en a besoin et tout, sans Edern, en mode un peu cool. Donc voilà. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez et ce que vous voulez qu'on améliore. Bon, mais Voilà. super. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, bonne soirée à toi, Arthur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je sais pas bien comment on fait. Faut sûrement cliquer sur un bouton. Faut follow ouais, sur la Euh, chaîne Twitch. On n'est pas encore pro, mais bientôt je serai faire du tapinage commercial comme pour Twitter et tout. Vous inquiétez pas, je vais apprendre. Bon, allez, mais bonne soirée. Bonne soirée. Salut, Arthur.